Mon copain m'a traité de laide devant ses amis et m'a plaqué dans un restaurant en me laissant payer l'addition. J'ai souri et attendu calmement. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 20 appels manqués de sa part. Je m'appelle Iris Duval, 30 ans. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. 20 appels manqués du même numéro qui m'avait bloqué 3 jours plus tôt après m'avoir traité de laide devant ses amis et être parti, me laissant avec une addition de dîner de 200 € et une douleur clinique tranquille là où mon cœur aurait dû être. Marc Dubois. Son nom clignotait sur mon écran tandis que le soleil du matin rampait sur le mur de mon appartement comme une lumière d'interrogatoire lente. Dans son dernier message vocal, laissé à 3 heures du matin, sa voix tremblait, presque enfantine. Iris, s'il te plaît, rappelle-moi. Quelque chose ne va pas. Les photos, comment as-tu? S'il te plaît? J'ai laissé sonner encore une fois pour qu'il aille sur la messagerie et j'ai regardé mon café refroidir jusqu'à ce que la surface cesse de trembler. Il y a 3 jours, j'étais une femme essayant de sauver une relation. Aujourd'hui, c'était moi qui avais les cartes en main. Les gens pensent que la transformation est un feu d'artifice. Ce n'est pas le cas. C'est un variateur de lumière. Ça glisse. 3 jours plus tôt, le romain brillait comme une pièce de monnaie polie. Les nappes blanches étaient immaculées. Les bougies, de minuscules flammes dans du verre. Nous nous étions assis là où nous l'avions fait lors de notre premier rendez-vous il y a 2 ans. Je portais la robe émeraude qu'il m'avait offerte pour Noël, celle qui, disait-il, faisait ressembler mes yeux à des pierres précieuses. J'avais décidé de faire confiance à cette version de sa voix, la voix chaleureuse qui m'accueillait à la porte avec un sourire. Alors, la froideur de ses mains quand je l'ai touché m'a semblé être une erreur dans le script. « Tu es magnifique ce soir », dit-il, mais son regard parcourait la pièce, pas moi. Je me suis dit qu'il était stressé. Son entreprise le faisait travailler tard. Il l'avait dit. Je travaille en traumatologie. Je sais ce que le stress peut faire à une personne. J'ai plié la serviette sur mes genoux et j'ai essayé d'ignorer à quel point il était distant à l'intérieur de son propre corps. « Tout va bien ?» ai-je demandé. J'aurais voulu qu'il dise n'importe quoi d'ordinaire, une longue, faible, dure réunion. Au lieu de cela, il fit signe au serveur pour un autre whisky, son 3e, et sourit au-delà de moi à quelque chose par-dessus mon épaule. Je me suis retournée alors que 3 hommes s'approchaient comme la chute d'une blague dont je ne faisais pas partie. Jacques, l'ex-colocataire aux cheveux coiffés et à l'air suffisant. Thierry, avec son sourire qui ressemblait toujours à un défi. Rémi, qui ne se souvenait jamais de mon nom mais se souvenait des angles de sa montre. « Les gars », dit Marc, électrisé, se levant si vite que sa chaise trembla. « Rejoignez-nous. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû poser ma main à plat sur la table et dire « c'est notre soirée ». Mais Marc tirait déjà des chaises avec l'aplomb d'un homme qui s'attend à ce que les meubles et les femmes fassent de la place. « Iris, tu te souviens des gars ?» dit-il comme si j'étais une réceptionniste tenant une porte. J'ai esquissé un petit sourire social, le genre que les femmes sont entraînées à porter. Ils se sont assis. La conversation est devenue comme une télévision qui joue dans une pièce où l'on essaie de dormir. Blague de boulot. Noms que je ne connaissais pas empilés comme des assiettes. Chaque fois que je cherchais un fil, l'un d'eux le coupait. Thierry raconta une histoire sur la femme d'un client avec un rire qui s'est propagé à travers la table. Rémi leva son verre et ne me regarda pas du tout. Les yeux de Jacques ont parcouru ma robe et ont fait quelque chose d'injuste. « Alors, Marc, dit Thierry enfin, avachi comme un roi sans royaume. Quand est-ce que tu vas passer à la vitesse supérieure ?» Le mot tomba avec un bruit sourd entre nous, la table se figea. Le verre de Marc était à mi-hauteur, auréolé par la bougie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix était neutre, la neutralité pratiquée d'un homme qui attendait d'être interrogé. Jacques se pencha, un murmure bas et négligent. « Allez, tu montes en grade. Tu sais ce dont tu as besoin ensuite. » Le restaurant bourdonnait, mais le son s'est engouffré. Je pouvais voir nos reflets dans la fenêtre. 4 hommes avec des sourires coûteux et moi, une petite silhouette, ma colonne vertébrale trop droite pour être confortable. « Les gars, dit Marc, mais son ton manquait de poids,
comme une corde tendue qui se casse sans bruit. Rémi fit un geste langoureux autour de la pièce. Regardez le calibre des femmes ici. J'ai ressenti alors cette pression familière de l'invisibilité. J'ai attendu que Marc-Henri, qu'il me prenne la main et fasse une blague si bête qu'elle désarmerait la limite qu'ils avaient franchie. 2 ans devraient vous valoir cette simple décence. Tu sais quoi, dit Marc. Sa voix s'est réchauffée, non pas avec émotion, mais avec performance. Tu as raison. Quelque chose en moi a cherché un mur et n'en a pas trouvé. Marc, ai-je dit, et ma voix semblait empruntée. Ses yeux rencontrèrent les miens, et je vis quelqu'un que j'avais rencontré une fois à une fête et que j'avais décidé de l'oublier. Iris, ça ne marche pas. Il fit un vague geste vers l'air entre nous comme si l'espace était responsable. Je monte dans le monde. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à l'image. Image ? Le mot avait un goût de fer. Quelle image, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Il soupira, lassé de la tâche qu'il s'était assignée. Tu es une gentille fille. Adéquate. Adéquate. Des couverts voisins se figèrent comme si la pièce inspirait. Il se redressa, puisant son courage auprès de sa cour. Soyons honnêtes, tu n'es pas assez jolie pour là où je vais. Il laissa la phrase reposer à la lumière des bougies afin qu'elle puisse être correctement admirée. Le sourire de Jacques se resserra. Thierry murmura, dur mais nécessaire. Rémi sourit à son eau. Mes doigts se sont recroquevillés sur le lin jusqu'à ce que les bords s'impriment dans ma peau. S'il te plaît, ai-je murmuré. Pas ici. Il leva son verre et but le reste de son whisky comme un point final. Quand serait un bon moment pour te dire que tu n'es pas suffisante ? Il repoussa sa chaise, jeta 20 € sur une addition qu'il n'avait pas méritée, et ajouta, alors qu'ils atteignaient la porte et que son courage grandissait avec la distance, une fille comme toi devrait être reconnaissante que j'ai tenu si longtemps. Le rire qui les suivit était clair et résonnant, le genre qui reste sur vos vêtements quand vous rentrez chez vous. Le serveur s'approcha avec une sympathie prudente, le genre que les gens prennent pour de la gentillesse. Mademoiselle, je vous apporte juste l'addition, dis-je, et quand elle arriva, le chiffre me regarda, indifférent et précis. J'ai payé. Parfois, le paiement est un rituel. Il marque une fin. Le voiturier apporta ma vieille voiture, que Marc aimait appeler une construction de caractère. Les lumières de la rue s'allumèrent et glissèrent sur le pare-brise comme des questions alors que je rentrais chez moi. Dans la salle de bain, je me suis tenue devant le miroir et j'ai laissé le mot toucher ma bouche. Laide, dis-je doucement, comme on teste une flamme du bout du doigt. La femme dans le miroir avait des cheveux cuivrés foncés tressés avec obstination, des yeux verts qui tenaient les gens stables quand leur monde devenait rouge, et un calme nez de nuit où des vies balançaient entre les alarmes. J'ai regardé mon propre visage subir le mot puis le refuser. Dans ce refus, quelque chose s'est stabilisé. J'ai ouvert le placard et j'ai trouvé la housse à vêtements pressés derrière des blouses et des pulls. À l'intérieur, la soie et le cuir dormaient comme une histoire que j'avais cessé de raconter, et en dessous, une pochette couleur d'orage. Je n'ai rien touché de tout cela. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le petit bureau où mon ordinateur portable attendait, son métal frais contre mes poignets. Quand l'écran s'est allumé, il a illuminé la pièce comme un secret. Je me suis connecté à un compte que je n'avais pas ouvert depuis des années, et j'ai vu des chiffres qui faisaient ressembler les 200 € du Romain à une flaque d'eau à côté de la mer. Je l'ai fermé sans laisser le sourire atteindre mes yeux. Pas encore. Mon téléphone a vibré sur la table. Un autre message vocal de Marc. Le son s'est obstrué d'une panique qu'il aurait prétendu être de l'amour si j'avais répondu. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté l'appartement respirer. Le bourdonnement du réfrigérateur, la télévision des voisins à travers le mur, le vent léger de la ville, et j'ai compris quelque chose que j'avais refusé de nommer. L'humiliation est une sorte de clarté. Elle vous débarrasse de l'illusion. Elle laisse une surface sur laquelle vous pouvez graver un plan. Dans la cuisine, la lumière au-dessus de l'évier a clignoté, puis s'est stabilisée.
Je me suis souvenu du premier mois où nous sortions ensemble, quand Marc est arrivé à ma porte avec des fleurs cueillies dans le hall d'un hôtel et un sourire qui ressemblait à un tour auquel on veut croire. En tout cas, je me suis souvenu de la façon dont il avait dit infirmière comme un compliment et un lot de consolation à la fois. Je me suis souvenu de la façon dont il cataloguait les choses, ma voiture, mes chaussures, mon habitude de ramener des chats errants jusqu'à ce que je leur trouve des propriétaires. Je me suis souvenu de la façon dont il disait « nous » quand l'addition arrivait et « vous » quand le serveur la posait. J'ai versé le café froid dans l'évier. Il ressemblait à du sang dilué avec de l'eau. Le miroir dans le couloir m'a surprise en plein mouvement, la robe se desserrant aux épaules, le maquillage flou au bord, la mâchoire figée dans un nouveau langage. Les gens pensent que la rage est bruyante. La vraie rage est une pièce silencieuse où une décision est prise. Au lit, je suis restée éveillée et j'ai laissé la nuit se ranger en chapitres. Un pour le premier rendez-vous, un pour la première fois où il a corrigé mon histoire devant ses amis. Un pour la première fois où j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. Quelque part entre minuit et 3 heures du matin, j'ai compris que ce qu'il avait fait aux Romains n'était pas une rupture. C'était une révélation. Il n'avait pas changé. Il avait seulement cessé de jouer la comédie. À 3 heures, mon téléphone a éclairé le plafond, brutal et froid. Iris, suppliait son message vocal. S'il te plaît, quelque chose se passe. Quelque chose ne va pas. Je n'ai pas écouté le reste. J'ai regardé la lumière s'estomper et l'obscurité regagner son terrain. Le vent a pressé contre la fenêtre puis a lâché prise. Dans l'espace qui a suivi, j'ai senti le variateur de lumière glisser vers un réglage plus lumineux, pas aveuglant, juste assez pour voir la pièce telle qu'elle était réellement. Le matin, j'enfilerai mes blouses, attacherai mes cheveux en arrière et entrerai dans un monde où les gens saignaient honnêtement et vous remerciaient de maintenir la pression. J'acquiescerai quand Émilie me demanderait si j'allais bien et je dirais, c'est juste une rupture. La façon dont les gens disent juste une tempête, tout en barricadant leurs fenêtres, je travaillerai. Je serais adéquate de la manière qui sauve des vies, précisément, silencieusement. Mais ce soir, j'ai fait du thé et j'ai regardé la vapeur monter et disparaître. Et dans ce fantôme, j'ai écrit une promesse. La prochaine fois que Marc prononcerait mon nom, il saurait exactement ce que cela faisait de le dire dans le vide et d'attendre une réponse miséricordieuse. J'ai éteint la lumière de la cuisine. L'appartement est devenu sombre comme une scène entre deux actes. Au-delà de la vitre, la ville a expiré. À l'intérieur, je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai dormi avec mon téléphone face contre terre. Il a vibré encore et encore, un petit animal grattant à une porte. Il ne réalisait pas que j'avais fermé à clé pour de bon. Le matin après le romain aurait dû avoir un goût de cendre, mais au lieu de cela, il portait une clarté nette. La lumière du soleil filtrant à travers mes stores peignait tout avec des détails impitoyables. Le bord ébréché de ma tasse de café, le cadre de travers au-dessus de mon canapé, la trace de verre à whisky que Marc avait laissé sur ma table à manger lors de sa visite la semaine dernière. Chaque trace de lui ressemblait à un graffiti sur ma vie. Mais je n'allais pas l'effacer. J'allais l'encadrer, l'étudier, l'utiliser. Les gens pensent que le chagrin est une tempête. Non, le chagrin est un scalpel, froid, précis, vous ouvrant à ce que vous préféreriez ne pas voir. Et alors que j'étais assise dans ma cuisine, les cheveux non brossés et le pouls régulier, je me suis enfin regardée sans illusion. Je n'étais plus la fille qui pleurait dans les oreillers. Je n'étais plus la femme qui suppliait un homme de reconnaître sa valeur. J'étais Iris Duval. Et je me suis souvenu de ce que ce nom signifiait. Le monde ne connaissait que Hazel, l'infirmière, l'habitante d'un appartement modeste, la femme qui conduisait une vieille voiture et faisait des doubles services en traumatologie. Mais Hazel était un masque que j'avais cousu la nuit où mon père était mort, quand la richesse était devenue une malédiction plus lourde que le deuil. Richard Duval n'avait pas seulement été mon père. Il était l'architecte d'un empire technologique qui était passé d'une expérience de garage à une forteresse multinationale. À 25 ans, je pouvais naviguer dans les conseils d'administration les yeux bandés. À 26 ans, j'avais hérité de sa couronne. Actions, brevets et une fortune si vaste qu'elle m'effrayait.
J'avais disparu dans Hazel parce que la richesse transformait les gens en menteurs. Les amis devenaient des suppliants. Les amants devenaient des marchands les mains tendues. Je voulais quelqu'un qui m'aimerait dépouiller de tout ce bruit. Alors, j'ai troqué les salles de conseil contre les salles de repos, les introductions en bourse contre les perfusions, les fusions de milliards d'euros contre les quarts de nuit en traumatologie où le sang et le chagrin n'avaient pas de prix. Et pendant un temps, Marc semblait être la réponse. Son sourire tordu, son ambition qui brillait sans aveugler, son bras autour de moi quand l'épuisement me vidait. Ces choses avaient semblé vraies. Mais le Romain l'avait aussi démasqué. Il ne m'avait pas brisé. Il m'avait démasqué. Et maintenant il était temps de le démasquer. Je me suis dirigé vers le placard de ma chambre, mes doigts parcourant les uniformes banals de ma seconde vie. Blouse, jeans délavés, chemisiers modestes. Je les ai repoussés jusqu'à atteindre la housse à vêtements nichés dans l'ombre. Le bruit de la fermeture éclair a rempli la pièce comme un secret prononcé à voix haute. À l'intérieur du monde que je m'étais caché, une robe de cocktail noir qui brillait comme de l'huile de minuit. Des clous de diamant que mon père m'avait donnés quand j'avais rejoint le conseil. Une pochette de Milan qui pouvait payer la totalité du leasing de la voiture de Marc. À côté d'eux, une enveloppe avec des documents liés à des comptes que je n'avais pas touchés depuis des années. J'ai tout porté à mon bureau. L'ordinateur portable s'est allumé en bourdonnant, la lueur bleue douce sur mon visage. Mes doigts ont plané, hésitant avant d'entrer les identifiants qui avaient autrefois été une mémoire musculaire. Un coffre-fort s'est ouvert. Des chiffres à 7 chiffres m'ont accueilli, stables comme des constellations. Des actions technologiques en plein essor, des dividendes immobiliers qui bourdonnaient, des obligations qui rapportaient fidèlement. C'était plus d'argent que Marc et ses amis Yen ne pouvaient en imaginer de leur vivant, et c'était le mien. Pourtant, je n'ai pas souri. La richesse n'était pas la joie. C'était une arme, et ce soir elle serait aiguisée. J'ai sorti un deuxième ordinateur portable d'un faux tiroir de ma commode. Son boîtier était rayé, mais son logiciel valait plus que n'importe quelle voiture que Marc exhibait. Des canaux cryptés, des serveurs sécurisés, le genre d'armure numérique que seule une héritière Duval garderait avec désinvolture. J'ai tapé une seule ligne dans le système de messagerie sécurisé de Victoria Delacroix. Sujet, demande. Besoin d'une enquête approfondie. Marc Dubois, né le 15 mars 1992. Emploi, solutions marketing. Le sommet inclure les associés Jacques Charles, Thierry Banks, Rémi Mitchell. Portée complète, finances, habitudes, relations, faiblesses. Délai, 48 heures. Victoria, même taper son nom m'a étudié. Elle avait été l'ombre de mon père pendant 15 ans. Ex-CIA, une femme dont les yeux bleus pouvaient disséquer une pièce en moins de 5 secondes. Après sa mort, elle est devenue la mienne. Ma gardienne quand j'ai choisi de disparaître, mon observatrice silencieuse pendant que je jouais à être ordinaire. Je n'avais pas fait appel à elle depuis 3 ans, jusqu'à ce soir. La réponse est venue plus vite que prévu, un ping net contre le silence. Accusé de réception. Niveau de détail particulier requis? J'ai fixé les mots, le curseur clignotant comme un défi. Mon reflet dans l'écran de l'ordinateur portable avait l'air fatigué, mais quelque chose derrière les yeux s'était aiguisé. J'ai tapé en retour. Tout, chaque fissure, chaque secret. Ne laissez aucune pierre non retournée. Il y a eu une pause, puis compris. J'ai fermé l'ordinateur portable, son poids comme un dossier fermé. Dans le miroir de l'autre côté de la pièce, j'ai vu ma propre silhouette. La femme qui me regardait n'était pas celle que Marc avait appelée laide. Ce n'était pas celle qui se pliait à ses blagues froides ou qui attendait qu'il la choisisse dans une pièce pleine d'hommes. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Je me suis assise sur le bord de mon lit, écoutant le bourdonnement étouffé de la ville à travers la fenêtre. Mon téléphone a de nouveau vibré, le nom de Marc clignotant avec insistance, comme si l'univers lui-même n'avait pas bougé. J'ai laissé vibrer jusqu'au silence. Sa voix appartenait à une version passée de moi. Quand je me suis enfin allongée, les draps frais contre ma peau, j'ai pensé à l'ironie. Marc croyait qu'il m'avait jeté comme quelque chose d'inadéquat.
Il n'avait aucune idée qu'il avait provoqué le retour de quelqu'un qu'il n'aurait jamais pu se permettre de rencontrer. Au moment où j'ai fermé les yeux, mon pouls s'était ralenti en une promesse. Marc pensait qu'il jouait avec une femme fragile qui pleurait sur les factures. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la fragilité n'était que l'emballage. À l'intérieur, il y avait de l'acier trempé, en attente. Demain, le premier domino basculerait. Le soir suivant, mon appartement sentait légèrement le café et l'encre lorsqu'on frappa à la porte à exactement 21h. Avant même d'ouvrir, je savais qui ce serait. La ponctualité était sa carte de visite. Victoria Delacroix se tenait là, ses cheveux platine ramenés en un chignon sévère, son blazer taillé assez pointu pour couper. Elle portait une mallette en cuir, son poids tirant légèrement son épaule, bien qu'elle ne laissait jamais sa posture l'admettre. Ses yeux balayèrent le couloir derrière moi avant de se poser sur mon visage, se rétrécissant d'une fraction. Iris, dit-elle, un petit sourire passa. Où préférez-vous Hazel ces jours-ci? Je pense qu'Hazel a servi son but. Je m'écartai. Entrez. À l'intérieur, elle posa la mallette sur ma table et la déverrouilla. Des dossiers, des photographies, des imprimés, des preuves s'étalèrent sur le bois comme un chirurgien disposant ses instruments. Elle travailla rapidement, méthodiquement, ses ongles immaculés, ses mains stables. Je dois avouer, dit-elle sans lever les yeux. Lorsque vous avez disparu dans la vie civile, je ne m'attendais plus à avoir de vos nouvelles. Mais je suppose que certains hommes commettent l'erreur de penser que vous êtes cassable. J'ai presque souri. Il a confondu le silence avec la faiblesse. Une erreur facile. Victoria me regarda enfin, son regard froid. Et maintenant vous voulez la corriger. Je ne répondis pas. Elle n'avait pas besoin de ma réponse. Elle ouvrit le premier dossier. Marc Dubois, 30 ans, responsable marketing chez Solutions Marketing Le Sommet, BMW en leasing, appartement hors de prix. En surface, respectable, mais en dessous. Elle tapota la page. Dette, carte de crédit saturée, prêts étudiants traînant derrière lui comme des chaînes, loyer en retard de plusieurs mois, style de vie, écran de fumée et miroir. Ma mâchoire se serra, mais je lui fis signe de continuer. Il a pioché dans les comptes clients. De petites sommes, 100 € ici, 200 € là. Assez intelligent pour le camoufler en frais professionnels. Mais le schéma est là. Environ 15 000 € siphonnés au cours de la dernière année. L'entreprise n'a pas encore remarqué, mais quand ils le feront. Elle laissa l'implication planer dans l'air. Mon cœur resta stable. Et les autres? Victoria fit glisser de nouveaux dossiers. Jacques Charles, dette de jeu à 6 chiffres. Ces créanciers ne sont pas des hommes patients. Une photo granuleuse montrait Jacques dans un casino, les yeux vitreux, les jetons empilés comme des bouées de sauvetage. Thierry Banks, continua-t-elle, couche avec la femme de son patron. Discrétion inexistante. Sa carrière dépend de son silence, et le silence est rarement permanent. Le troisième dossier s'ouvrit sur un visage plus jeune. Rémi Mitchell, casier judiciaire scellé à 16 ans. Agression suffisamment violente pour mettre fin à son emploi actuel d'entrepreneur de la défense si elle refaisait surface. Il a construit une carrière basée sur ses habilitations. Une révélation et c'est fini. Je me penchai sur la table, scannant les visages. Le sourire suffisant de Marc sur sa photo d'entreprise. Les yeux avides de Jacques sous les néons. Thierry prit en flagrant délit de rire sur une photo devant un hôtel. Rémi raide et correct, mais avec des ombres autour de la bouche. Des hommes qui se croyaient intouchables. Le regard de Victoria resta posé sur moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je levai une des photos. Marc a un événement d'entreprise, souriant largement, la main sur l'épaule de Thierry. Sa cravate était de travers, le genre d'imperfection qu'il se moquerait de moi, mais qu'il ne verrait jamais en lui-même. Je veux qu'il comprenne, dis-je lentement, que le pouvoir est un miroir. Il reflète la vérité, que vous l'aimiez ou non. Poétique, son ton était sec, mais pas dédaigneux. Mais la poésie ne fait pas tomber les hommes. La stratégie le fait. Je reposai la photo,
l'alignant soigneusement avec les bords du dossier. Alors, que ce soit la stratégie. Marc passe en premier. Les autres peuvent suivre comme des dominos. Chacun s'effondrant dans une chaîne qu'ils ne verront pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Victoria me scruta un long instant. Êtes-vous certaine? Une fois que vous poussez le premier, il n'y a plus de pause dans la séquence. Ils seront complètement ruinés. Son avertissement pesait dans l'air, lourd comme un confessionnal. Je pensais aux Romains. Les bougies vacillantes, le rire résonnant, la voix de Marc s'élevant au-dessus de la mienne. Une fille comme toi devrait être reconnaissante. Oui, dis-je simplement. Le sourire de Victoria était petit, aiguisé. Alors, commençons. Nous l'avons élaboré sur la table. Les délais, les vulnérabilités, à qui chuchoter et quand. Le détournement de fonds de Marc serait révélé en premier, déguisé en constatation d'audit de routine. Les créanciers de Jacques pourraient être poussés à réclamer ses dettes d'un coup. L'affaire de Thierry pourrait glisser aux mauvaises oreilles. Le dossier scellé de Rémi pourrait se retrouver décelé juste assez pour avoir de l'importance. Au moment où le plan s'étalait sur les pages, l'appartement semblait plus petit, bondé de futurs s'effondrant en une séquence silencieuse. 4 hommes, dit Victoria, ramassant ses papiers, abattus en une semaine, chirurgicalement. Je me rassis, sentant mon pouls battre régulièrement à mon poignet. Il pensait que l'humiliation était un divertissement. Je rencontrai son regard. Maintenant, c'est leur tour d'être le spectacle. Victoria claqua sa mallette. Très bien. Le premier domino tombe mardi. Tenez-vous prête. Après son départ, je me tins à la fenêtre, la ville en contrebas, une grille de lumière et d'ombres agitées. Quelque part dehors, Marc buvait un autre whisky, riant avec des hommes qui pensaient que la cruauté était un sport. Il croyait toujours que j'étais impuissante. Le genre de femme qui pleurerait jusqu'à s'endormir et finirait par pardonner. Il avait tort. Le pouvoir n'est pas dans le cri, le spectacle, la cruauté facile d'un homme à une table de dîner. Il est dans le silence, dans la patience, dans la capacité de choisir quand frapper et quand observer. Et j'avais observé depuis bien trop longtemps. La pièce bourdonnait d'une certitude tranquille. L'horloge tic-taquait. Dehors, une sirène hurla et s'estompa. J'ai appuyé ma main à plat contre la vitre, sentant la froide certitude de cela. D'ici la semaine prochaine, Marc Dubois saurait ce que cela signifiait de voir le sol se dérober sous ses pieds. Il comprendrait ce que cela faisait d'être impuissant, ridiculisé, mis au rebut. Alors seulement, peut-être, reconnaîtrait-il le visage de la femme qu'il avait essayé d'enterrer sous le mot adéquat. Mardi arriva comme n'importe quel autre jour, un ciel gris, meurtri par l'aube. L'odeur de désinfectant persistant dans les couloirs de l'hôpital alors que j'enfilais mes gants et commençais mes rondes. Je passais de patient en patient avec un calme exercé. Madame Moreau se remettait de sa crise cardiaque. Une victime adolescente d'overdose s'accrochait à la conscience. Un vieil homme agrippait mon poignet comme si le toucher pouvait l'ancrer. En traumatologie, chaque seconde était une vie mesurée et pesée. Mes collègues me voyaient comme Azel Lastable, l'infirmière qui ne sciait pas. Aucun d'eux ne pouvait deviner qu'en dehors de ces murs stériles, une autre vie était réanimée, la mienne. À 10h17, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran sous la lumière fluorescente. Victoria Delacroix, canal sécurisé. Je me suis excusée et me suis rendue au placard des fournitures, l'odeur de latex et d'antiseptique épaisse autour de moi, et j'ai ouvert le message. Audit déclenché. Conformité interne de solution marketing, le sommet notifié. Arrestation imminente. Cible en mouvement. J'ai expiré lentement. Leçon avalée par les étagères de gaz et de sérum physiologique. Le domino de Marc tombait. Quand je suis retournée dans le service, Émilie m'a intercepté avec un plateau de tasses à café équilibré précairement dans ses mains. Ses yeux, vifs, implacables, ont étudié mon visage. Tu as ce regard, dit-elle. Quel regard? Celui que tu as quand tu fais semblant que tout va bien. Iris, tu ne peux pas me tromper. Est-ce à cause de Marc?
Sa voix était plus forte que je ne l'aurais voulu. Une infirmière leva les yeux. J'ai forcé un petit sourire. C'est juste une rupture. Je m'en remettrai. Émilie a plissé les yeux, mais a laissé passer pour l'instant. Pourtant, ces mots me pressaient. Plus elle regarderait, plus elle verrait. Et plus elle verrait, plus elle se rapprocherait de vérités que personne en dehors de Victoria ne devrait jamais toucher. À 11h32, la nouvelle a éclaté. Un murmure a traversé la cafétéria, puis a explosé sur les téléphones et les écrans. Responsable marketing local arrêté pour détournement de fonds. La photo d'identité de Marc a rempli l'écran au-dessus des distributeurs automatiques. La légende en dessous, Dubois accusé d'avoir siphonné des fonds des comptes clients. Arrêté lors d'un audit surprise. Émilie a halté, manquant de renverser son café. Oh mon Dieu, c'est lui. C'est Marc, n'est-ce pas? Elle m'a attrapé le bras. Tu es Marc? J'ai gardé ma main ferme, pliant une gaze en un carré net. Oui. Sa mâchoire est tombée. Je savais que c'était un crétin, mais un criminel. Iris, c'est fou. Quelles sont les chances? Assez faibles, ai-je murmuré, mais pas impossible. À l'intérieur, cependant, j'ai senti le frisson de satisfaction me traverser. Ce n'était pas de la jubilation. C'était de la précision. Le scalpel avait coupé exactement là où il était censé le faire. Le soir, les médias avaient repris tous les angles. Marc menotté devant Solution Marketing Le Sommet, son costume autrefois parfait froissé, son visage pâle comme si les caméras elles-mêmes étaient des couteaux. Ses collègues regardaient depuis les fenêtres du bâtiment, la bouche serrée par le choc et la schadenfreude. La photo a inondé les réseaux sociaux, les légendes brutales, les hashtags impitoyables. À 18h04, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'icône de la messagerie vocale apparaisse. Sa voix, frénétique, a filtré par le haut-parleur quand j'ai finalement appuyé sur lecture. Iris, s'il te plaît, tu dois m'aider. Ils disent que j'ai volé de l'argent. Je ne l'ai pas fait. Pas vraiment. C'est exagéré. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai pas ça. Sa respiration se brisa en un sanglot. S'il te plaît, Iris, réponds-moi. J'ai appuyé sur supprimer. Ces supplications n'étaient que des échos contre l'acier qui montait en moi. Mais plus tard cette nuit-là, seule dans l'appartement, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai écouté la ville murmurer. Je n'étais pas insensible à l'attrait de la mémoire. Je me suis souvenu de Marc me préparant des pâtes à minuit, de la farine sur sa joue, fredonnant une chanson désaccordée. Je me suis souvenu de sa main dans la mienne pendant une panne de courant, la lumière des bougies adoucissant ses traits, ces fragments me tiraient comme des fantômes. Pendant un instant, je me suis presque demandé, était-ce justice ou cruauté? Puis je me suis souvenu du Romain, des rires, de la façon dont il m'avait regardé comme une pourriture sur sa chaussure. Le fantôme s'est tu. Le lendemain matin, Émilie me tendit un journal dans la salle de repos du personnel. Le visage de Marc était éclaboussé en première page. Iris, il est fini, dit-elle, les yeux flamboyants. Dis-moi que tu ne le regrettes pas. Dis-moi que tu n'es pas encore. Non, dis-je fermement, trop vite. Elle inclina la tête, la suspicion scintillant. Tu prépares quelque chose. Je le vois. Ce regard dans tes yeux? C'est le même que tu avais quand tu as découvert le docteur Lambert voler des médicaments dans le placard des fournitures. J'ai forcé un rire, cassant au bord. Émilie, tu as regardé trop de séries policières. Elle se pencha plus près, baissant la voix. Promets-moi que tu ne feras rien de téméraire. S'il te plaît. J'ai touché sa main, calmant son inquiétude avec le calme d'une infirmière expérimentée. Je promets. Mais à l'intérieur, les promesses ne signifiaient rien. Les dominos n'avaient fait que commencer à tomber. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. La voix de Marc se brisa dans le message vocal. Ils m'ont viré. J'ai besoin d'un avocat, Iris. Je ne peux pas m'en offrir un. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance.
Son désespoir avait le goût de la symétrie. 3 nuits plus tôt, il m'avait dit que je n'étais pas assez bien. Ce soir, j'étais la seule qui lui restait. J'ai fermé les yeux, je me suis penchée en arrière dans ma chaise et j'ai laissé l'ironie me réchauffer comme la lumière du feu. Le premier domino était tombé. 3 autres attendaient, tremblants, et quand il s'effondrerait, Marc saurait que ce n'était pas de la malchance ou du destin. C'était la justice, mesurée par la femme qu'il avait crue trop insignifiante pour compter. Au milieu de la semaine, la piste papier avait un rythme, un titre après l'autre, chacun un métronome marquant l'effondrement d'une vie qu'ils avaient supposée indestructible. J'ai appris à tenir 2 mondes à la fois. La chorégraphie stérile des soins infirmiers en traumatologie le jour et le lent délitement chirurgical des réputations la nuit. C'étaient des opposés qui, d'une manière ou d'une autre, s'intégraient en moi sans friction. Une main ferme sur la poitrine d'un patient, l'autre écrivant les notes qui feraient s'effondrer des carrières. Mercredi matin a commencé par le triage habituel des signes vitaux, les conversations douces et effrayées qui vivent dans les coins des hôpitaux. J'ai attaché mes cheveux en arrière, mis des gants et traversé l'unité comme un vent à travers les arbres. Madame Moreau m'a souri parce qu'elle faisait confiance au monde quand elle faisait confiance à une infirmière. Un ouvrier du bâtiment a craché du métal, du sang et des jurons, et j'ai apaisé sa douleur sifflante en instruction. Chaque vie que je touchais exigeait une sorte de miséricorde que j'avais décidé depuis longtemps de donner librement. À l'extérieur, la miséricorde était une monnaie qui pouvait être échangée. Ici, c'était une nécessité simple et propre. À 9h12, ma ligne sécurisée a sonné avec une autre note de Victoria. Rémi Mitchell. Habilitation révoquée. Employeur notifié. Dossier juvénile scellé refaisant surface via une vérification par une tierce partie. Perte de poste imminente. Les mots étaient précis, presque polis. Une pièce a glissé du cercle intérieur, et le motif a dessiné une autre forme laide. Je suis allée déjeuner avec Émilie sous des lumières fluorescentes qui ne pouvaient cacher la tension sur son visage. Elle me regardait comme un faucon. « Tu dois arrêter de faire semblant », dit-elle, à moitié taquine, à moitié suppliante, remuant son café comme un métronome anxieux. « Tu n'es pas bien, Iris. Lâche le morceau. » J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire, c'est des affaires judiciaires. Je vais bien. Au lieu de cela, j'ai dit, Rémi a perdu son habilitation. Un dossier scellé a refait surface. La cuillère a claqué contre la tasse comme pour ponctuer la phrase. Son visage est passé de la curiosité au choc. Jésus, le gamin de la boîte, celui qui ne t'a jamais regardé dans les yeux. C'est brutal. Elle m'a regardé, cherchant la ligne entre mes yeux et ma bouche. Qui ferait ça? Quelqu'un qui a une rancune? Elle avait l'air inquiète pour les hommes et étrangement pour moi. Quelqu'un qui n'aime pas être humilié n'aime pas toujours le distribuer, dis-je. Les mots m'ont surprise par leur froideur. Le front d'Émilie se plissa. Iris, ça devient dangereux. Tu ne peux pas jouer à Dieu. Voilà, la formulation que j'avais essayé d'éviter. Promets-moi que tu vas prendre du recul, je lui ai serré la main, sentant le petit frisson de loyauté. Je promets, ai-je murmuré, sachant comment j'avais déjà brisé ce vœu dans ma tête. De retour dans le service, la mère d'une adolescente pleurait dans un coin pendant que j'ajustais une perfusion et gardais une voix ferme pour un enfant effrayé. La miséricorde. Elle est restée. Elle n'a pas disparu à cause des gros titres. Le même après-midi, pendant que je cousais un cuir chevelu lacéré, les mises à jour de Victoria sont venues comme une horloge. L'affaire de Thierry avait explosé en une scène publique coûteuse. Un vase lancé dans un restaurant chic, des photos de surveillance, un conjoint outré avec un compte de médias sociaux prêt à tout brûler. Les créanciers de Jacques l'avaient coupé et avaient exigé le remboursement de ses prêts. Quand les collecteurs se sont manifestés, sa maison et sa voiture ont été exposées comme étant sans valeur, et dans la panique, il avait essayé de détourner des fonds de l'entreprise, un acte assez maladroit pour qu'il soit attrapé en quelques heures. J'ai regardé les dominos dans un miroir différent. La télévision dans la salle de repos du personnel diffusait les mêmes images. Thierry aspergé de fleurs et d'eau, Jacques menotté, la photo professionnelle de Rémi pixelisée sous une bannière de scandale.
Les infirmières murmuraient autour de la cafetière, les voix basses, spéculatives. Elles m'ont demandé, tu en connaissais certains? J'ai haussé les épaules avec la nonchalance habituelle de quelqu'un à qui on avait posé la même question sur un ex une centaine de fois. Mais tout ce qui était petit en moi, la fille qui avait perdu un père, la femme qui avait choisi les blues plutôt qu'un conseil d'administration, sentait l'attrait d'une vieille alarme privée. Chaque fois que la vie d'un homme se brisait, quelque chose en moi enregistrait le coup. Des familles ébranlées, des carrières brûlées, des futurs déracinés. Le schéma était nécessaire, la méthode chirurgicale. Mais l'écho de cela ressemblait à marcher dans un couloir où chaque porte que l'on fermait était la vie de quelqu'un. Je m'étais dit que je voulais la justice. La justice, je croyais, était propre. Mais le travail de démantèlement du monde de quelqu'un est plus salissant qu'un gros titre. Ce soir-là, Marc a appelé 2 fois et a laissé un 3e message vocal essoufflé, bredouillant, qui semblait petit et perdu. Iris, dit-il, la voix rauque. C'est grave. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ils disent que j'ai détourné des fonds. Je ne sais pas quoi faire. Je pouvais l'entendre inspirer et remplir le silence avec le genre de supplication que j'avais autrefois trouvé désarmant. J'aurais pu répondre. J'aurais pu lui dire de prendre un avocat, lui offrir un plateau de sympathie. Il avait jadis signifié quelque chose pour moi, non pas à cause de qui il était, mais à cause de qui il prétendait être. Au lieu de cela, je me suis assise dans la pénombre tranquille de mon appartement et j'ai ouvert un album photo sur mon ordinateur portable d'il y a des années. Une nuit où Marc avait été tendre, où les rires étaient faciles et l'espoir ressemblait à un avenir. J'ai regardé les versions plus jeunes de nous et j'ai ressenti une attraction qui m'a surprise. Il était possible de se souvenir de l'amour et de vouloir toujours la justice. Il était possible de porter le souvenir de la gentillesse et de choisir de ne pas récompenser la cruauté. La nouvelle se répandit rapidement que Jacques avait essayé de falsifier les comptes et avait échoué. La vie de Thierry s'est déroulée sur les réseaux sociaux et sa femme a demandé le divorce en quelques jours. L'anonymat de Rémi avait été exposé lors d'un contrôle de sécurité de routine, une erreur qui ne lui servait plus. Les hommes m'appelaient depuis des cabines téléphoniques et des numéros bloqués, depuis des cellules de prison et des téléphones portables empruntés. Ils laissaient des messages qui tremblaient entre la colère et la supplication. Chaque appel était sa propre petite confession. Chaque message était une reconnaissance que quelqu'un avait touché une partie de leur identité et l'avait pressée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Les yeux d'Émilie ont commencé à me regarder différemment, comme quelqu'un qui remarquerait une fine pellicule de sang sur ses mains après avoir aidé un étranger. Tu étais de mèche, dit-elle une nuit après un double service. L'accusation plus douce que les ragots, mais aussi tranchante que du verre. J'aurais pu tout lui dire, l'argent, Victoria, le plan. Mais je ne pouvais pas laisser la carte de ma vie se déployer sur une table de café. Non, dis-je, et le mot avait le goût d'un mensonge. J'ai presque cru qu'elle ne pousserait pas. La loyauté est compliquée. Elle nous a préparé le dîner et a raconté des histoires pour alléger la nuit. Pourtant, je l'observais souvent depuis le pas de la porte, ses sourcils froncés d'inquiétude, sa mâchoire serrée quand elle pensait que personne ne la regardait. Elle était la rare amie qui pouvait voir à travers ma haselle construite et se demander si la personne qu'elle avait aimée pour ce qu'elle était existait toujours sous la haute couture et les discrètes manœuvres. J'ai commencé à faire des rêves. Des fragments du rire de Marc mélangés à des bribes de titres. Dans le rêve, il se tenait sous le lustre du romain et s'étouffait avec une assiette de sa propre fierté. Je me suis réveillée la paume moite, la poussée de l'inconscient, posant la même question difficile. Que étais-je devenu dans l'espace entre la trahison et la vengeance? J'ai répondu à la question à l'hôpital le lendemain, quand un enfant a cessé de respirer au triage, et que le monde s'est à nouveau réduit aux mains, à la formation et à la respiration. Je me suis penchée sur la petite poitrine, j'ai pressé le rythme de la vie, et j'ai senti une clarté féroce me traverser. La miséricorde à ce moment n'était pas une négociation. C'était un acte de service qui ne nécessitait aucun registre. En dehors de l'unité, des vies s'effondraient. À l'intérieur, je réparais des poumons et j'incitais des battements de cœur. Les deux étaient vrais. Les deux étaient nécessaires. À la fin de la semaine, Jacques était en détention. Le mariage de Thierry était en lambeaux.
La carrière de Rémi s'était évaporée. Et les appels de Marc depuis la prison devenaient minces et frénétiques. Les échos de leur chute résonnaient dans les coins de ma vie. La ligne entre justice et vengeance s'est estompée un instant seulement avant que je ne la redresse d'un souffle prudent. Je m'étais dit que le but était d'arrêter les hommes qui pensaient que la cruauté était un divertissement. Le but, j'insistais, n'était pas de prendre plaisir à les voir tomber. Bien que la vérité de ma satisfaction fût une épine qui s'accrochait et piquait plus souvent que je ne voulais l'admettre. Émilie croisa mon regard lors d'une garde chaotique un soir et articula le mot fragile. « Ça va ?» J'ai fait le plus petit signe de tête possible et je suis retournée vers le patient qui avait besoin de moi. Mes mains étaient stables. Ma conscience avançait comme une lame lente et trempée derrière elle, un rappel constant que le pouvoir devait être mesuré, que les conséquences devaient être délibérées. L'effondrement du cercle intérieur était chirurgical et brutal. Cela a fonctionné, mais cela a laissé un résidu, une fine poussière qui s'est déposée sur ma peau et qui ne pouvait être brossée. Je gagnais. Le public appellerait cela justice, et parfois tard dans la nuit, ma propre voix chuchoterait qu'en les déshabillant, j'avais perdu une petite partie de ce que j'avais cherché à protéger. Le samedi matin, le monde de Marc s'était réduit à une série d'appels téléphoniques désespérés et au son de rire qui n'étaient pas les siens. Le premier appel arriva à 6 heures du matin. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit comme un insecte piégé. Sa voix se brisa dans le message vocal avant même que je ne sois complètement réveillée. « Iris, Dieu merci. S'il te plaît, réponds. » Ils m'ont arrêté. Solution marketing, le sommet m'a viré. J'ai besoin d'aide. Un avocat. N'importe quoi. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas un voleur. S'il te plaît. J'ai laissé le message jouer pendant que le soleil traçait de lentes lignes dorées sur le mur de ma chambre. Ces mots semblaient répétés, désespérés, des demi-vérités transformées en supplications, le genre de voix qu'il aurait pu utiliser enfant pour échapper à une punition. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de mère pour couvrir ses erreurs, seulement moi, et je ne jouais plus ce rôle. En milieu de matinée, le deuxième domino avait été poussé. Le message de Victoria était court, net, clinique. Habilitation de Mitchell révoquée. Licenciement officiel. La panique s'installa. J'étais assise dans la cafétéria de l'hôpital avec Émilie, qui remuait sa salade avec sa fourchette. Ses yeux étaient plus sur moi que sur la nourriture. « Tu as vu les infos ?» demanda-t-elle, la voix basse. Rémi Mitchell, habilitation envolée. Carrière terminée. Cette semaine a été folle. Je gardais un visage neutre, sirotant un café qui avait le goût de carton. Cela ressemble à une malchance qui tourne autour du même groupe de personnes. Émilie m'étudia, le front plissé. La chance ne fonctionne pas comme ça. Pas avec cette précision. Pas avec cette cruauté. Iris, es-tu sûre de ne rien savoir ? Sa voix portait plus de suspicion que d'inquiétude maintenant. Je forçai un sourire, léger et désinvolte. Émilie, si j'avais le pouvoir de faire s'effondrer des hommes comme des dominos, ne penses-tu pas que je vivrais différemment ? Elle ne rit pas. Cela m'inquiéta plus que n'importe quel gros titre. Le mercredi, la vie de Thierry a explosé en public. Une chronique mondaine a capturé le moment où la femme de son patron lui a lancé un vase dans un restaurant bondé. Des roses et de l'eau éclaboussant son costume de marque. Les caméras ont cliqué. La photo était partout en quelques heures. Thierry pris en plein choc, en pleine honte. Le lendemain, il était au chômage et sans abri. Sa maîtresse partie, son mariage en lambeaux. Le message de Victoria portait une note sèche. Dommages collatéraux acceptés. Banks neutralisés. J'ai fermé le téléphone et suis revenu à un dossier de patient, ma plume grattant calmement tandis qu'à l'intérieur de moi quelque chose se tordait. Thierry méritait la chute. Ils le méritaient tous. Mais en regardant la destruction se propager, la fureur de la femme, les employés chuchotant, cela me rappelait que la vengeance n'était jamais chirurgicale, aussi précise que soit la lame. Elle coupait toujours plus profondément que prévu. Jeudi matin, l'effondrement de Jacques suivit.
Ses dettes de jeu furent exigées simultanément, son désespoir le poussant vers le vol. Il tenta de siphonner de l'argent des comptes de sa propre entreprise. Maladroit, prévisible, il fut pris avant midi, les menottes s'enfonçant dans son poignet au journal du soir. 4 hommes, 4 ruines. Cette nuit-là, Marc rappela. Sa voix tremblait comme un bâtiment sur le point de s'effondrer. Iris, quelque chose se passe. Ce n'est pas seulement moi. C'est Jacques, Thierry, Rémi. Nous tombons tous un par un. Ça semble orchestré. Sa respiration s'accrocha. Quelqu'un nous cible. Quelqu'un de puissant. Serait-ce ta famille? Ne disais-tu pas une fois qu'ils avaient de l'argent, des relations? J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, un sourire effleurant mes lèvres. Son intuition frôlait la vérité, mais manqua complètement la cible. Marc, tu deviens paranoïaque, dis-je doucement quand je répondis enfin. Parfois, de mauvaises choses arrivent tout en même temps. Tu ne crois pas ça, murmura-t-il. Peut-être pas, admis-je. Mais peut-être devrais-tu te demander pourquoi tout cela t'arrive. Il y eut un silence sur la ligne, lourd, craquant. Puis il murmura, j'ai besoin de toi, Iris. Tu es la seule en qui je puisse avoir confiance. Autrefois, ces mots m'auraient brisé. Maintenant, ils ressemblaient aux premières lignes d'une confession que je n'avais pas besoin d'entendre. Après avoir raccroché, je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai appuyé ma paume contre la vitre. La ville s'étalait en contrebas, indifférente, scintillante. Quelque part dehors, Marc arpentait un appartement exigu, son arrogance s'échappant de lui à chaque appel sans réponse. Il pensait toujours que j'étais la femme qu'il avait humiliée, l'infirmière ayant à peine de quoi payer son loyer, la petite amie adéquate reconnaissante des miettes d'attention. Il n'avait aucune idée qu'il parlait au fantôme de cette femme. Aucune idée que la vraie Iris Duval avait été éveillée tout le temps, attendant le moment où il trébucherait. Et maintenant, le sol sous lui avait disparu. Les dominos étaient tombés exactement comme prévu. La question n'était plus de savoir s'ils se briseraient. C'était comment. Le palais de justice se dressait comme une ancienne cathédrale des conséquences. Des marches de pierre lissées par les pieds de ceux qui venaient implorer, accuser ou être absous. J'y montais comme j'entrais dans l'unité de traumatologie, avec détermination et une acceptation silencieuse de ce qui devait être fait. Ma robe bleu marine ressemblait à une armure, simple, honnête, sans fioritures. Si je devais être un témoin, je serais celle qui parle sans détour. La presse s'était regroupée derrière une ligne de rubans jaunes, les caméras comme des oiseaux patients et affamés. Le nom de Marc était déjà devenu un titre, son visage et son image, tout le monde en connaissait les contours. Je n'éprouvais rien du frisson que les tabloïds recherchent. Je ne ressentais qu'une concentration fine et précise. À l'intérieur, la salle d'audience sentait le café et le vieux papier, et quelque chose d'institutionnel qui faisait résonner le souffle. Marc était assis à la table des accusés avec un avocat commis d'office qui semblait avoir passé trop de nuits blanches. Il leva les yeux quand j'entrai. Pendant un instant, l'espoir illumina son visage comme une allumette. C'était un espoir ridicule chez un homme réduit à la supplication. Il articula silencieusement quelque chose de bref, « Merci », et je ne répondis que par un hochement de tête mesuré. Lorsque le juge appela les témoins de moralité, la salle d'audience s'agita dans l'expectative. Marc avait appelé ces derniers jours, laissant des messages vocaux qui ressemblaient à des prières. Il avait compté sur l'un d'eux pour le sauver. Il avait compté sur moi, de toutes les personnes, pour faire preuve de la plus douce des miséricordes. Je me levai quand mon nom fut appelé. « Votre honneur, je voudrais parler au nom de l'accusé, » dis-je, et ma voix porta sans effort. Je pouvais sentir les gens scruter mon visage, les journalistes de télévision dans la galerie, le couple âgé en tweed venu pour le drame humain, le shérif avec sa tasse de café. Marc me regarda comme un homme voyant une promesse non tenue pour la première fois. Il articula silencieusement, « S'il vous plaît ». Les questions de l'avocat étaient prévisibles. « Mademoiselle Duval, malgré votre récente rupture, vous avez choisi de témoigner au nom de Monsieur Dubois. Est-ce exact? » Oui, dis-je. Je suis venu parce que je crois que le tribunal mérite toute la vérité sur son caractère.
Vous connaissiez intimement monsieur Dubois, n'est-ce pas? Pressa le procureur. Je connaissais monsieur Dubois aussi bien que quiconque peut connaître une autre personne, répondis-je. J'ai vu de nombreuses facettes de lui. C'était vrai. J'avais vu le charme, la tendresse insouciante, les petits compromis qu'il faisait avec l'empathie. J'avais aussi vu l'arrogance, la cruauté calculée qui pouvait être activée pour les applaudissements. Le but du témoignage n'était pas de le dépeindre comme un monstre. Les gens qui faisaient des choses monstrueuses étaient souvent douloureusement ordinaires, mais de rétablir les faits. La vérité avait le don de démanteler le glamour. Comment décririez-vous l'honnêteté de monsieur Dubois dans les affaires personnelles? Demanda le procureur, les yeux à la hauteur des miens. J'aurais pu adoucir la chose. J'aurais pu parler des bons moments, de l'homme qu'il avait été quand il avait réparé mon évier à minuit, quand il avait ri de mes tentatives maladroites en cuisine. Mais la vérité avait des dents et elle devait mordre pour être ressentie. M. Dubois a un schéma de malhonnêteté, dis-je. Il m'a menti à plusieurs reprises au sujet de ses finances. Il a profité de ma bonne volonté. Il a promis des choses qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Et il y a 3 semaines, il m'a humilié publiquement aux Romains devant des étrangers. Il m'a dit que j'étais inadéquate. Il m'a laissé payer une addition de 200 € et a annoncé qu'une fille comme moi devrait être reconnaissante que je sois sortie avec elle. Les mots tombèrent comme des pierres, des halètements, le déclic d'un appareil photo. Le visage de Marc, qui avait été une étude de supplication, changea d'expression, les calculs glissant vers la panique. Son avocat commis d'office se leva, prêt à objecter, mais le juge me laissa finir. Je ne suis pas ici pour le diaboliser, continuai-je. Je suis ici pour dire à la cour ce dont j'ai été témoin, ce qu'a été son caractère en privé comme en public. Sa faute professionnelle, telle qu'alléguée, correspond au schéma que j'ai personnellement observé. Une tendance à croire que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Une arrogance qui lui permettait de traiter les gens comme jetables. Un silence s'installa. Même les journalistes se penchèrent en avant, une inhalation collective. Les yeux du procureur s'aiguisèrent. La posture de la défense se durcit. La bouche de Marc s'ouvrit et se referma sans bruit. La capacité humaine d'espérer est tenace, même lorsque les faits sont un seau d'eau froide. Puis vint la question que je savais inévitable. Mademoiselle Duval, combien d'argent monsieur Dubois vous a-t-il emprunté au cours de votre relation? J'étais prête à répondre, non pas avec des regrets fleuris, mais avec un registre. J'avais consigné les dîners, les prêts et les dépenses, tout en gardant mes comptes privés en ordre pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la démonstration d'un point. J'avais les reçus si besoin. Environ 3 000 € sur 2 ans, dis-je. Marc pâlit. Le murmure commença, quelque chose de mince et de laid au fond de la pièce comme un croassement de satisfaction. Il me regarda, l'incrédulité, montant une protestation que personne n'acheta. Quand je lui ai dit il y a 3 semaines que je me sentais humilié, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Il m'a dit que je n'étais pas assez jolie et qu'il était embarrassé d'être vu avec moi. Puis il est parti. Il m'a demandé plus tard, après son arrestation, de lui prêter 50 000 € pour un avocat. Quand je n'ai pas pu, il a supplié pour moins, pour 5 000 €, pour de la gentillesse sous forme d'argent. La salle d'audience entendit le portrait d'un homme qui mesurait les relations en monnaie et en avantages. J'avais compté plus que des factures. J'avais retracé les petites indignités, l'érosion désinvolte de la dignité, et j'avais l'audace de leur donner une voix. Lorsque mon témoignage fut terminé, je descendis et retournai à ma place. Les yeux de Marc me suivirent comme un homme regardant une échelle retirée derrière ses pieds. Il ne se leva pas lorsque le juge prononça la suspension d'audience. Il ne fit que me fixer, comme s'il essayait de lire la carte de sa vie et trouvait des rues manquantes. Dehors, dans le labyrinthe des couloirs, il m'intercepta sans grâce. Brute. C'était quoi, ça, demanda-t-il. Sa voix était éraillée. Tu as menti. Tu étais censé m'aider. J'ai dit la vérité, répondis-je. J'ai témoigné de ton caractère. Tu as dû m'humilier comme ça. Ses doigts se refermèrent sur ma manche, assez fort pour piquer.
Tu ne sais pas ce que je pourrais perdre. Tu as fait ça toi-même, dis-je doucement. Le couloir carrelé des échos de notre passé devint un endroit étroit où les mots comptaient. Tu m'as humilié aux Romains. Tu as choisi les applaudissements de tes amis plutôt que la décence la plus élémentaire. Ce que tu as perdu est de ton propre fait. Il se pencha, le désespoir le rendant petit. Tu sais qui je suis? Je peux te détruire. Ma famille te fera vivre un enfer. L'arrogance lui revint comme un manteau familier, bien qu'effrayé maintenant. Je ne ressentais rien d'autre que le froid de la certitude. Tu ne sais pas qui je suis non plus, dis-je. Tu ne connais que la version de moi à laquelle tu voulais croire. Je sortis mon téléphone de ma poche, un mouvement oisif qui devint une révélation laide, et ouvris une fenêtre sécurisée. Je m'appelle Iris Duval. Mon nom de jeune fille est Duval, pour Duval Tech. Je ne suis pas celle avec qui tu pensais jouer. L'impact des mots ne fut pas le cri que j'attendais. Ce fut plus silencieux, un dossier qui se mettait en place. Les genoux de Marc se plièrent. Un homme qui s'était autrefois tenu dans un restaurant et avait déclaré mes adéquations à une salle goûtait maintenant l'inverse, choqué que la femme qu'il avait renvoyée possède des richesses qu'il ne pouvait imaginer. Il s'affaissa contre un mur, la couleur lui désertant le visage. Tu. Quoi? Sa voix se brisa, l'incrédulité se tordant. Tu as humilié quelqu'un que tu croyais impuissant, dis-je. C'était ton échec. Tu comptais sur la gratitude. Tu comptais sur le fait que je sois petite. Tu t'es trompé. Il me regarda comme un homme qui avait pris une ombre pour un ennemi et avait découvert une montagne derrière elle. S'il te plaît, murmura-t-il. S'il te plaît, Iris, ne fais pas ça. Je peux arranger ça. Je vais arranger ça. Tu ne peux rien arranger, dis-je. Tu peux plaider. Tu peux t'excuser. Tu peux essayer. Mais ceci, je désignai le couloir vide, les portes du palais de justice qui allaient bientôt se rouvrir au jugement. Ceci est la conséquence. Je ne suis pas ici pour te briser par plaisir. Je suis ici parce que je ne laisserai pas la cruauté se masquer en divertissement. Il s'affaissa sur le sol sur un banc en plastique du palais de justice, le front dans les mains, l'homme désespéré des messages vocaux transmutés en un garçon dans le besoin. Je le regardai, et pour un instant vif, j'imaginai la miséricorde, ce que cela ferait de changer de cap et d'adoucir les contours de la ruine d'un homme. Je me souvins de la tendresse de ses mains à minuit, de la façon dont il avait autrefois fredonné une recette. Mais la miséricorde, je le savais maintenant, était une décision qui devait être méritée. Ce n'était pas un paramètre par défaut. La suspension d'audience se termina. Je retournai dans la salle d'audience où l'air était différent, plus épais, chargé. Mon témoignage planait entre les gens comme une cloche ayant retenti. Je me rassis et j'entendis le juge appeler l'audience à l'ordre. La machine de la justice avançait, indifférente au catalogue privé de douleurs qui nous avait conduits ici. Lorsque l'audience se conclut quelques jours plus tard avec le prononcé de la sentence de Marc, j'étais de retour à l'hôpital. Un homme avait besoin de réanimation et le monde avait besoin de moi d'une manière que cette salle de marbre ne pouvait pas. Mais dans les moments calmes entre les patients, je sentais l'écho de ce couloir. Un homme mis face aux conséquences de ses choix, et une femme qui avait dit la vérité dans une pièce qui attendait de la douceur et avait reçu de l'acier à la place. Devant le palais de justice, le nom de Marc rejoignit le cœur des gros titres scandaleux. À l'intérieur de moi, un son différent s'était installé, quelque chose comme la fermeture silencieuse d'une porte qui était restée déverrouillée trop longtemps. Je m'étais révélé, non pour humilier par sport, mais pour m'assurer que la balance penchait à nouveau vers l'honnêteté. Le coup était compliqué. Le résultat était inévitable. Alors que je traversais ma garde ce soir-là, me lavant les mains, ajustant des tubes, disant à une famille effrayée que leur fils irait bien pour l'instant, je compris le travail à venir. La vérité peut guérir, mais elle laisse aussi des cicatrices. La justice peut être nécessaire, mais la miséricorde, si elle vient un jour, doit être délibérée. Marc apprendrait à être petit. S'il apprendrait à être meilleur, ce n'était pas une leçon que je pouvais imposer. J'avais seulement fourni le miroir.
J'ai quitté l'hôpital cette nuit-là, les mains sentant l'antiseptique et la tête pleine de visage. Dehors, la ville clignotait. Quelque part dans une cellule ou dans un petit lit emprunté, Marc Dubois était en train de faire face à la vie qu'il avait voulu. J'ai laissé la pensée s'installer comme une pierre dans ma paume, lourde et froide. Et puis je l'ai mise dans ma poche et je suis rentré chez moi. Marc Dubois fut condamné à 18 mois de prison fédérale. Je n'étais pas dans la salle d'audience lorsque le marteau du juge tomba. J'étais penché sur un brancard avec le docteur Lefebvre, stabilisant un jeune homme dont la moto avait perdu un combat contre l'asphalte. Le bip des moniteurs couvrait tout autre son. Mais plus tard, le message de Victoria arriva comme un coup de feu dans le silence de mon vestiaire. Colis livré. Cible acquise. Mission accomplie. Je restais assise sur le banc, la sueur refroidissant sur mon cou, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Marc était derrière les barreaux. Ses amis s'étaient dispersés dans la ruine. Dettes de jeu, carrière brisée, mariage en lambeaux. Le cercle d'arrogance qui avait ri de mon humiliation aux Romains n'était plus que des histoires édifiantes. Et pourtant, au lieu du triomphe, je ressentis l'étrange silence de l'après-coup. La victoire a son propre silence. Cette nuit-là dans mon appartement, je me suis versé un verre de vin et j'ai fait tourner lentement le pied entre mes doigts. La ville dehors scintillait avec l'indifférence du néon, et je pensais à Marc, au message vocal qu'il avait laissé la nuit avant la sentence, brute, brisée, dépouillée d'arrogance. Je suis désolé. Je suis tellement opportuniste. Désolé. Iris, s'il te plaît, ne me laisse pas disparaître ici. Je n'avais pas répondu. La miséricorde, me suis-je rappelé, n'était pas quelque chose que l'on devait à quelqu'un qui avait transformé votre vie en un cirque public. La miséricorde était une décision réservée à ceux qui se montraient dignes d'elle. Et pourtant, j'avais pris des dispositions. 2 donations discrètes au conseil d'administration de la prison, acheminées par des œuvres de bienfaisance que personne ne tracerait, suffisamment pour lui assurer une cellule privée loin des prédateurs. Suffisamment pour garantir l'accès aux livres, aux soins médicaux, aux programmes d'éducation. Il porterait toujours du gris. Il entendrait toujours le claquement des barreaux chaque nuit. Mais il vivrait et il serait forcé de penser. Quand j'ai dit à Victoria, son expression n'a pas scié. Vous lui donnez du confort, dit-elle platement. Je lui donne de l'espace, ai-je corrigé. De l'espace pour faire le bilan, de l'espace pour comprendre ce que l'impuissance ressent. S'il apprend quelque chose là-dedans, tant mieux. Sinon, il purgera quand même chaque jour qu'il a mérité. Elle m'étudia, ses yeux bleus glaciers se rétrécissant. La miséricorde est une habitude dangereuse, Iris. Elle a tendance à se retourner contre vous. Peut-être, dis-je en sirotant mon vin. Ou peut-être est-ce la lame la plus tranchante que j'ai en main. Les semaines s'estompèrent. Les gardes à l'hôpital occupaient mes journées, stables et ancrées. Mais la nuit, quand l'appartement était silencieux, la présence de Marc persistait comme un fantôme. Puis, 2 mois après le début de sa peine, une lettre arriva. L'enveloppe était mince, le papier bon marché, l'écriture carrée et délibérée. Chère Iris, je ne sais pas si tu liras ceci, mais je dois l'écrire. Je me suis trompée sur tout. Trompée sur toi, trompée sur moi-même. J'ai eu le temps de réfléchir. Trop de temps et je vois ce que j'étais, un voleur, un menteur, un lâche. Je pensais que l'humiliation était un divertissement. Je pensais que j'étais intouchable. Maintenant, je compte les heures dans le béton et l'acier. Et je comprends ce que cela fait de n'être rien. Tu m'as donné cette leçon. Peut-être m'as-tu sauvé. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais merci de ne pas m'avoir complètement détruit. De m'avoir laissé de l'espace pour rester humain. Je suis désolé. Je l'ai lu 3 fois. Les mots tremblant par endroits comme si sa main avait faibli. Il n'avait pas demandé d'argent. Il n'avait pas supplié pour un avocat. Il n'avait même pas demandé que je réponde. Ce n'était pas de la manipulation. C'était une confession. Pour la première fois depuis le romain, je me suis permis de pleurer. Pas pour lui. Pour la version de moi-même qu'il avait autrefois aimée,
pour la femme qui avait cru en son sourire, pour l'infirmière qui avait pensé qu'être adéquate était suffisant pour retenir la loyauté d'un homme. Elle était partie maintenant, mais je lui devais ce deuil. J'ai plié la lettre avec soin, les glissé dans son enveloppe et les rangé dans la housse à vêtements avec la robe de cocktail noir et les clous de diamant. Une relique d'une guerre différente. Cette nuit-là, alors que j'éteignais les lumières et marchais dans l'obscurité, j'ai murmuré au silence. Ce n'est pas ta fin, Marc. C'est ta sentence. Et pour la première fois depuis des semaines, je dormis sans rêver du roman. 6 mois après le début de la peine de Marc, une autre lettre arriva. L'écriture était plus serrée cette fois, plus contrôlée, comme s'il avait appris que même les mots exigeaient de la discipline. L'enveloppe sentait légèrement l'eau de javel et l'encre de prison. Je l'ai gardée une journée entière avant de l'ouvrir, craignant ce qui pourrait en jaillir. Non pas ses supplications, mais ma propre réaction. Chère Iris, je sais que tu ne me dois aucune autre pensée, mais je dois te faire savoir ce que cet endroit a fait. Les premières semaines furent de la rage contre toi, contre le monde, contre le miroir. Puis vint le silence, les heures interminables où les murs te murmurent tes pires erreurs. Je me suis vue clairement pour la première fois. J'étais cruelle parce que la cruauté me valait des applaudissements. J'étais malhonnête parce que je pensais que le monde me devait plus que ce que j'avais gagné. Tu m'as tendu un miroir au tribunal et pour une fois je n'ai pas pu détourner le regard. Je ne demande pas le pardon. Je demande seulement que tu crois que je le vois maintenant. J'essaie de changer vraiment. Je posai la lettre, mes doigts tremblant plus que je ne voulais l'admettre. Il n'avait pas supplié pour de l'argent ou la liberté. Il ne m'avait pas promis de grands gestes. Il avait admis quelque chose de plus rare, la honte. Pourtant, la honte était bon marché. Elle venait facilement quand le monde vous mettait à nu. Le vrai test serait ce qui resterait une fois qu'il serait libre. Ce soir-là, j'ai appelé Victoria. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix nette. Oui, je veux que sa peine soit réduite, dis-je. Le silence s'étira sur la ligne, puis son inspiration aiguë. Réduite ? Iris, vous avez passé des mois à le démanteler pièce par pièce. Pourquoi défaire cela maintenant ? Parce qu'il a réussi, dis-je doucement. Réussi quoi ? Le test. Le rire de Victoria fut court, sans humour. Vous jouez avec un homme qui a failli vous briser en deux. Peut-être, mais je sais ce que c'est d'être jugé uniquement par son pire moment. Je ne laisserai pas le sien être le seul qui le définisse. Une pause, puis à contre-cœur. Je peux le faire, mais une fois qu'il sera dehors, il est imprévisible. Ne vous attendez pas à de la gratitude. Non, dis-je. Je m'attends à ce qu'il se souvienne. Et ainsi Marc fut libéré après 6 mois. Une note de peine purgée griffonnée dans des dossiers qui ne me traceraient pas. Je me suis dit que je l'avais fait pour clore le livre, pas pour le rouvrir. Mais le destin ne se soucie pas des fins soignées. 2 semaines plus tard, Émilie se glissa dans notre cabine habituelle au café, les yeux écarquillés. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu ce matin. Je n'ai pas eu besoin de deviner. Marc. Sa mâchoire tomba. Comment as-tu su ? J'ai haussé les épaules, sirotant mon latte. Chanceuse intuition. Il avait l'air. Elle hésita. Différent. Plus vieux ? Plus triste ? Pas brisé exactement, mais plus petit. Il a demandé de tes nouvelles. Mon estomac s'est serré, mais j'ai gardé mon visage calme. Que as-tu dit ? Que tu vas très bien. Que tu as été promu. Et elle a hésité, la culpabilité assombrissant sa voix. Que tu vois quelqu'un de nouveau ? J'ai souri faiblement. Bien. Garde cette histoire. Il n'a pas besoin d'en savoir plus. Émilie se pencha en avant, sa voix urgente. Iris, s'il essaie de te contacter, promets-moi de rester loin. Les gens ne changent pas. Pas vraiment. Je voulais être d'accord. Je voulais lui donner la promesse dont elle avait besoin. Mais au fond, je n'étais pas sûre si les gens changeaient ou s'ils révélaient simplement des parties d'eux-mêmes que vous n'aviez pas voulu voir auparavant. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, une enveloppe m'attendait à ma porte.
Mon nom écrit dans les mêmes lettres capitales soignées. Je l'ai porté à l'intérieur avec des mains fermes, mais mon pouls m'a trahi. Chère Iris, je sais que tu aurais pu me garder enfermée. Je sais que ma libération anticipée n'était pas de la chance. Je ne m'attends pas à ce que tu l'admettes, mais je sais que c'était toi. Merci. Pas pour moi, mais pour ce que cela signifie, que tu crois que même les monstres peuvent changer. Je ne demande pas à te voir. Je ne demande pas une autre chance. Je travaille maintenant dans une organisation à but non lucratif, aidant les familles qui se noient dans les dettes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Thérapie 2 fois par semaine. Je me reconstruis un éclat à la fois. Je ne serai jamais l'homme que tu méritais, mais j'espère pouvoir être quelqu'un qui ne dégoûte plus le miroir. J'ai plié la lettre avec soin, l'ai glissée dans la même housse à vêtements où les autres reposaient, et j'ai fermé la fermeture éclair. Ce n'était pas de la réconciliation. Ce n'était pas de l'amour. C'était quelque chose de plus étrange, de plus rare, un soupçon de rédemption. La housse à vêtements dans mon placard était devenue un coffre-fort. À l'intérieur reposaient de la soie et des diamants, des rappels de la vie que j'avais cachée, et à côté d'eux les lettres de marque, les plis nets dus au pliage, l'encre pressée trop fort sur du papier bon marché. Je n'avais pas ouvert ce sac depuis des années, pas depuis avant le roman. Mais maintenant, il pulsait de 2 vérités que je ne pouvais ignorer. Je ne faisais plus semblant d'être ordinaire, et Marc Dubois, de toutes les personnes, essayait de devenir quelque chose de plus que la somme de ses péchés. À l'hôpital, Émilie me regardait comme une détective attendant une confession. Elle m'a accosté un soir après une garde brutale, quand j'étais trop fatiguée pour inventer des mensonges. « Tu as été différente, dit-elle, croisant les bras. Pas la promotion, pas le stress. Quelque chose d'autre. » Je vais bien, répondis-je automatiquement, défaisant mes cheveux de leur attache. Ses yeux se plissèrent. C'est à propos de Marc, n'est-ce pas? Il est sorti et il rôde. S'il te plaît, dis-moi que tu ne lui as pas répondu. J'ai forcé un rire, mais il sonnait cassant. Émilie, tu t'inquiètes trop. Iris, des hommes comme lui ne changent pas. Ils s'adaptent. Ils trouvent de nouveaux angles. Ne les laisse pas revenir. Je lui ai promis que je ne le ferai pas. Les mots pesaient lourdement dans ma bouche. Les jours se sont estompés en semaines. Les patients allaient et venaient. La douleur et la guérison s'entremêlaient en boucles désordonnées. Mais l'ombre de Marc planait. J'ai surpris son nom dans des murmures. Quelqu'un à l'organisation à but non lucratif louant son intensité. Un blog local notant sa présence à un séminaire de conseil en gestion de dette. Toujours de petites notes, jamais de grandes annonces. Il ne cherchait pas l'attention cette fois. Il travaillait. Puis un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une autre enveloppe sur le pas de ma porte. Mon nom encore, des lettres capitales fermes comme s'il avait pratiqué la retenue à chaque trait. Chère Iris, je ne ferai pas semblant que c'est facile. Chaque jour, je combats des instincts qui me régnaient autrefois. La déviation, l'arrogance, le charme comme arme. La thérapie aide. Le travail aide davantage. M'asseoir avec des familles qui ne peuvent pas payer leurs factures. Écouter leur honte, leur peur. Cela me force à me voir dans leur désespoir. Je riais des gens comme ça. Maintenant je les vois. Je me vois. Tu m'as dit un jour que le silence pouvait être un pouvoir. Je n'ai jamais compris. Maintenant je comprends. Dans le silence, il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a que la vérité de qui tu es. J'essaie de rester dans ce silence jusqu'à ce qu'il me refasse. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois, mais je pensais que tu devais le savoir. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé avec les autres. Mon pouls était régulier, mais mes pensées s'agitaient. Des gens comme Marc pouvaient-ils changer, ou étaient-ils simplement assez intelligents pour porter le remords comme ils portaient autrefois l'arrogance? Cette nuit-là, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain, la lumière crue exposant chaque ligne, chaque ombre d'épuisement. Le crois-tu? Ai-je demandé à voix haute. Mon reflet n'a pas répondu. Le lendemain matin, je suis entrée dans Industrie Duval pour la première fois depuis 3 ans.
La salle de conférence était une cathédrale de verre et de pouvoir. L'horizon de la ville s'étalait comme une toile au-delà. Je portais un tailleur qui murmurait l'autorité, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me cachais pas. Mesdames et messieurs, dis-je, rencontrant les yeux de 12 dirigeants qui avaient géré l'empire de mon père en mon absence. Je m'appelle Iris Duval. Pendant 3 ans, j'ai laissé d'autres diriger pendant que je choisissais de vivre humblement. Cela prend fin aujourd'hui. La pièce a bougé, silencieuse, mais électrique. Le pouvoir était un langage que j'avais parlé depuis l'enfance, et je sentais ces syllabes revenir comme une mémoire musculaire. Ce soir-là, seul dans mon penthouse, je me suis versé un verre de vin et j'ai contemplé les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Vu les nouvelles. Vous étiez brillante. Le monde a de la chance de vous avoir. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai répondu, le monde a de la chance quand les gens choisissent d'être meilleurs. Continuez à choisir cela, Marc. Puis j'ai supprimé le fil de discussion, bloqué le numéro et posé le téléphone. Certains chapitres ne sont pas faits pour être rouverts. Certains sont faits pour être gardés en mémoire comme des avertissements, pliés comme des lettres dans une housse à vêtements que l'on touche rarement. Et certains, juste quelques-uns, se terminent non par la vengeance, non par la réconciliation, mais par la rédemption. Fragile et inachevé. 6 mois après avoir repris ma place chez Industrie Duval, la salle de conférence ne ressemblait plus à une scène que j'empruntais. Elle était à moi. Les murs vibraient de verre et d'ambition. Le genre d'endroit que mon père aurait appelé un terrain d'épreuve. Je pensais souvent à lui, me demandant s'il aurait approuvé la façon dont j'avais équilibré les réunions de conseil avec les gardes en traumatologie, la stratégie avec le service. Il m'avait appris que le pouvoir était un outil. J'avais appris que c'était aussi un test. La nouvelle initiative de santé de l'entreprise était ma réponse à ce test. Un réseau de centres de traumatologie, entièrement financé, doté du meilleur personnel. Aucune famille n'aurait plus jamais à choisir entre la survie et la dette. C'était plus que de la philanthropie. C'était une réappropriation. Je l'avais construite dans la ville où j'avais autrefois vécu comme Hazel l'infirmière. Émilie, loyale jusqu'au bout, se tenait au podium à mes côtés en tant que nouvelle infirmière en chef du centre phare. Elle a pleuré pendant son discours. Je non. Mes yeux brûlaient, mais mes larmes avaient été versées il y a longtemps dans des pièces plus petites pour des douleurs plus petites. Les journalistes ont envahi les lieux après l'inauguration. L'un d'eux, un jeune homme avec trop de confiance dans sa cravate, a posé la question que tout le monde voulait. Mademoiselle Duval, cette initiative est-elle personnelle ? J'ai regardé au-delà de lui, au-delà des caméras, dans la mémoire. Le lustre du Romain, la voix de Marc disant adéquate, les lettres écrites de prison. Son dernier message louant un travail qui nous survivrait à tous les deux. Oui, dis-je finalement. Toute guérison est personnelle. Le traumatisme change les gens. Parfois il les brise. Parfois il les révèle. J'ai choisi de le laisser me transformer en quelqu'un qui construit, pas en quelqu'un qui détruit. La pièce s'immobilisa, les stylos grattèrent, les flashs éclatèrent, mais j'avais déjà fini de parler. Cette nuit-là, seul dans mon penthouse, j'ai débouché une bouteille de vin et j'ai laissé la lueur de la ville m'envahir. Mon téléphone a vibré une fois, un numéro inconnu. Je savais déjà. Vu la couverture. Ce que vous faites est incroyable. Le monde a besoin de plus de vous. J'ai fixé les mots un long moment, puis j'ai répondu, le monde a besoin de plus de gens prêts à faire mieux. Continuez à faire ce travail, Marc. C'est important. Puis j'ai supprimé le fil de discussion et bloqué le numéro à nouveau. Je me suis tenu près de la fenêtre, un verre à la main, regardant la ville palpiter. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. La vengeance avait brûlé chaud et vite. Mais la rédemption, la sienne et la mienne, était plus lente, plus silencieuse, plus durable. Marc Dubois m'avait montré qui il était cette nuit-là aux Romains. Cruel, peu sûr de lui, désespéré d'obtenir des applaudissements. Mais en le détruisant, j'avais découvert qui j'étais. Quelqu'un qui pouvait manier le pouvoir, oui,
mais aussi quelqu'un qui pouvait choisir quoi en faire. Et peut-être que c'était le véritable héritage que mon père m'avait laissé. Pas les milliards, pas l'empire, mais la compréhension que le pouvoir sans but n'était que du bruit. J'ai siroté mon vin, la ville s'étendant à l'infini devant moi, et j'ai murmuré dans le verre, c'est ce que j'étais censé être. Le chapitre s'est refermé là, non pas avec la réconciliation, non pas avec la haine, mais avec une chose rare que ni l'un ni l'autre n'attendait. La rédemption. Non seulement pour lui, mais pour moi.